Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Je suis Céline Basset, cofondatrice de l'association Bonheur Factory. Le partage de la connaissance et des expériences est une grande source d'enseignement. C'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent sous forme de reportages engagés. Lorsque nous avons su au sein de Bonheur Factory qu'une revue consacrée au peuple racine était en voie de création, nous avons accueilli la nouvelle avec joie et reconnaissance. En effet, nous sommes animés par l'idée que c'est auprès de ces cultures, qui chacune à leur manière, ont su préserver ce lien qui nous unit au grand tout, que nous pouvons trouver des réponses pour dessiner un monde où le vivant soit de nouveau respecté, car respecter le vivant, c'est se respecter soi-même. Depuis des millénaires, notre société moderne a matérialisé l'illusion que nous sommes séparés de ce grand tout, en imaginant que pour exister, il faut avoir, au lieu de tout simplement être. Des peuples, qui ont été qualifiés de sauvages, ont su résister ou ont survécu à l'oppression grâce à leur culture et à leur spiritualité qui semble être universelle, car elle est alignée sur le cœur et sur la conscience que tout est relié, et également que tout ce qui est vécu est enseignement pour devenir meilleur, plus fort, et que c'est en transformant ces enseignements que la sagesse s'installe en nous afin d'inspirer les autres générations qui vont elles aussi porter ces mêmes valeurs. C'est ainsi que le monde évolue. Du moins, c'est ainsi que le monde de ces peuples racines et autochtones ont pu préserver aujourd'hui ces valeurs d'être, vers lesquelles nous devons nous inspirer pour changer et être à nouveau. La revue native des peuples et des racines, dont le premier numéro paraît en juin 2020, a pour objectif de permettre aux peuples autochtones de s'adresser au monde, de parler aux habitants de notre société moderne pour que nous puissions imaginer comment matérialiser une vision du monde entre leurs traditions et notre modernité. 5000 communautés et 370 millions d'autochtones habitent notre planète. Les peuples autochtones portent toujours cette vision globale, où tout est vivant et où l'équilibre nécessaire à la vie repose sur l'interdépendance de toutes choses. Ce sont les derniers gardiens de la biodiversité depuis des millénaires, vers lesquels les peuples modernes doivent se tourner pour retrouver la conscience que l'homme et la nature forment un tout. Ce projet est né de la volonté de plusieurs personnes déjà engagées depuis longtemps dans des missions autour du respect de l'humain, de la nature et de la planète. Nous avons souhaité donner la voix à l'un d'entre eux pour mieux parler de ce formidable projet, qui a besoin de nous tous car il est publié sur abonnement. Devenir abonné est une façon de contribuer au changement. C'est soutenir un projet qui crée du lien et qui participe à nourrir ce besoin d'inspiration, cette nécessité de prendre soin de nous, des êtres vivants, de notre planète, de créer un monde conscient proche du cœur. Reportage à distance avec Jocelyn Morisson, rédacteur en chef de la revue native des peuples et des racines. Bonjour Jocelyn. Bonjour Céline. Jocelyn, vous êtes journaliste scientifique, auteur et traducteur, et vous vous intéressez depuis près de 20 ans au lien entre science, spiritualité et philosophie. Vous avez collaboré à de nombreuses revues et magazines tels que Inexploré, Nexus, Nouvelles Clés, Le Monde des religions également. Vous êtes également auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur le thème des états modifiés de conscience et de la parapsychologie scientifique. À travers vos livres, articles et conférences, vous promouvez une vision globale nourrie par une conviction qu'un autre monde est possible et il sera spirituel ou ne sera pas. Donc, nous l'aurons compris, Jocelyn Morisson, vous êtes une personne naturellement sensible à la dimension, ou plutôt aux différentes dimensions des êtres vivants que nous sommes. Alors, parce que derrière un projet, il y a des humains, des rencontres, des intentions, une vision. Au lieu de vous demander pourquoi la création de ce magazine, j'ai plutôt envie de vous demander comment est née l'idée de ce magazine natif et grâce à qui.
Eh bien, comme toujours, comme pour tout projet, c'est l'affaire de rencontres. Mmh. Donc, c'est vrai que le projet est né ici dans la région toulousaine, à l'initiative de personnes qui étaient déjà amies et qui avaient cofondé une maison d'édition. Donc, ça s'est fait autour de Jean-Pierre Chaumeton, qui est notre directeur de la publication, qui est un homme qui vient du monde de l'entreprise, mais qui a aussi une passion pour ces questions-là et les peuples autochtones en particulier. Et il a eu plusieurs fonctions au sein de l'association Chendukwa, qui est l'association qui défend les droits, les intérêts des Indiens Kogi de Colombie. Mmh. Très Donc, il bien. a été secrétaire, trésorier, président de Chendukwa. D'accord. Il avait cette passion pour ces thèmes-là depuis longtemps. Il s'en explique d'ailleurs dans le billet qui va paraître dans le numéro 1 de Native, Mmh. mais qui est aussi lisible sur le site internet d'ailleurs. Donc Jean-Pierre a fondé avec quelques amis cette maison d'édition Aluna, qui est aussi une maison qui publie beaucoup de textes de spiritualité, notamment de spiritualité indienne, Mmh. et différents auteurs aussi contemporains, français, etc. Mmh. Et donc, il lui est venu comme une sorte de, De pas de vision. vision, presque, c'était presque ou un rêve ou quelque chose comme Mmh. ça, l'idée de créer un média, effectivement, une plateforme de communication qui servirait la cause des peuples autochtones. Et comme nous, on s'est rencontrés par d'autres biais, par des amis communs autour des thèmes de la spiritualité, et que donc il savait que j'étais moi journaliste et que j'avais une certaine expérience dans le domaine du journalisme. Il m'a demandé voilà si j'étais intéressé pour prendre en charge, assurer la rédaction en chef du magazine. Mmh. Et bien sûr, ça m'a tout de suite intéressé parce que je trouve que c'est une très belle entreprise. Et moi-même, je suis pas un expert des peuples racines, des peuples autochtones, mais je m'intéresse beaucoup à ça par le biais, justement, comme vous le disiez, des états modifiés de conscience auxquels je m'intéresse depuis plus de 20 ans, Mmh. et la spiritualité aussi Mmh. de ces peuples-là, qui est tout à fait riche, beaucoup plus riche que l'image qu'on peut en avoir ici, souvent en Occident, parce qu'on voit que l'aspect animiste des choses, mais en fait, il y a des cosmogonies derrière qui sont extrêmement riches Mmh. et très belles aussi. Donc voilà, le projet s'est fait comme ça, suite à ces rencontres-là. Il y a eu un engagement depuis plus d'un an de plusieurs personnalités comme ça qui ont décidé de donner du temps, parce que dans un premier temps, c'est du bénévolat, bien sûr, Bien parce que sûr. avant que l'entreprise devienne pérenne, comme tout projet média, c'est compliqué. Mmh. Donc voilà, on travaille depuis un an, un peu plus même, pour faire naître ce magazine. Mmh. Et on a déjà donc un numéro 0, Oui. qui a été, qui est une espèce de prototype en fait, donc qui permet de présenter le projet à des partenaires, à des annonceurs, à la presse aussi. Mmh. Alors évidemment, la situation dans laquelle on est actuellement fait que c'est compliqué, mais on a quand même maintenu le calendrier de lancement. Et ce numéro 0, donc, il permet de caler aussi des choix éditoriaux, des choix graphiques, et de corriger un certain nombre de coquilles, etc., qui fait que le numéro 1, en fait, sera assez proche de ce numéro-là, avec des articles en plus, Mmh. parce qu'on a déjà plus de 100 pages là quand même, Ah des oui, quand articles qui même. étaient prévus et d'autres qui n'étaient pas prévus, et on fera notamment, bien sûr, Mmh. un cahier spécial sur la situation actuelle, puisque malheureusement les peuples racines, On parle voilà, parce que c'est vrai que le podcast sera peut-être écouté après cette période de confinement, mais je voilà, précise aux auditeurs que l'interview a lieu à quelques jours du déconfinement d'ailleurs. voilà. On vient de traverser cette période, en effet. Alors c'est surtout que effectivement ces peuples-là sont fragiles par rapport aux questions de pandémie en général, d'épidémie. Donc c'est pas tant la problématique du confinement pour eux qui est importante, c'est vraiment l'aspect risque contagieux en tant que tel. Ils n'ont pas les mêmes systèmes immunitaires que nous, forcément ils sont pas confrontés au même risque. Et plus ils sont isolés et plus ils sont fragiles en fait. Et bien sûr. Alors, la revue Native donc, souhaite privilégier le dialogue avec des peuples racines ou des peuples autochtones, en privilégiant aussi la parole directe des représentants de ces peuples racines, pour, entre autres, mettre en lumière la modernité de leur voix et l'enrichissement que les Occidentaux peuvent y trouver. Alors, comment y parvenir sans idéaliser ces modèles ?
d'une certaine manière. Oui, alors il y a beaucoup de porte-parole en fait de nombreuses communautés. Alors il faut savoir que ça représente quand même 370 millions de personnes dans le monde, hein, qui sont Ouais, c'est réparties énorme. en à peu près 5000 communautés. Ça, ce sont les chiffres officiels, voilà, Nations Unies, etc. Mais selon les manières de compter, il y a encore plus de monde que ça. En tout cas, c'est plusieurs centaines de millions de personnes et beaucoup de Sur communautés. différents continents, en fait. Absolument, Voilà. sur les 5 continents, y compris le continent européen, hein. D'accord. On pourra y revenir, mais Mhm. beaucoup de ces communautés ont des porte-paroles qui sont engagés déjà dans la vie publique. On connaît bien Raoni, par exemple, le chef Raoni, qui vient d'une ethnie du Brésil, et qui a été beaucoup soutenu par des personnalités, notamment du show business, comme Sting, etc., qui a repris la parole d'ailleurs récemment. Bon, mais il y a beaucoup de porte-paroles moins connus de différentes communautés qui ont l'habitude, en fait, de voyager, y compris en Europe, pour, voilà, partager les problèmes auxquels ils font face en termes de survie de leur culture, de leur langue, en termes de préservation de leur territoire. Hein, il y a beaucoup de questions, en fait, qui sont liées entre elles, mais voilà, qui ramènent souvent à des questions comme ça, aussi de préservation écologique de leur environnement, etc., qui sont menacés par tout un tas d'initiatives d'occidentaux qui veulent exploiter leurs terres, leurs forêts, leurs sous-sols, etc., etc. Donc beaucoup de ces porte-paroles sont habitués à s'exprimer dans les médias aussi occidentaux. Donc ces gens-là, nous, on peut leur donner la parole. On leur donne la parole déjà dans le premier numéro. Donc il y a David Kopenawa, par exemple, qui a été interviewé par une journaliste qui est aussi une conseillère à la rédaction et qui est experte de ces sujets-là, Saba Ramani. On a le portrait d'une activiste équatorienne qui s'appelle Patricia Galingua, qui mène un combat aussi de longue date pour la préservation de son territoire. On a voilà, un certain nombre de personnes comme ça qui peuvent s'exprimer directement dans les colonnes grâce effectivement à l'intermédiaire de journalistes ou de gens qui sont à leur contact. Et puis le deuxième niveau de prise de parole de ces gens-là, ce sont des gens qui ont travaillé avec eux, qui ont fait des travaux d'anthropologie, d'ethnologie ou travaux de terrain comme ça à leur contact et qui rapportent en fait leur expérience. Mais on veut pas faire une revue savante, hein, on veut quelque chose qui soit intéressant pour le grand public aussi. Donc on veut pas faire quelque chose d'universitaire, de très anthropologique, etc. Et donc on a aussi des récits de voyage simplement de gens comme Jean-Pierre Brouillot, par exemple, qui est un voyageur qui a été au contact des Indiens Kogi de Colombie, qui raconte son voyage dans le cadre d'un documentaire qui a été tourné. Alors lui, il a la particularité d'être non-voyant en plus, donc il y a une rencontre qui s'est faite avec ces peuples-là, voilà, Avec sur un d'autres sens. domaine du sensible qui du coup est très touchant, très profond. Hein. Donc ça peut être ça, des récits de voyage, des récits comme ça en immersion, disons. Voilà, des chercheurs, aussi, parce qu'on veut quand même aussi donner la parole à des experts, mais pas sur le ton de l'expertise, pas sur le ton du savant et pas sur un ton doctoral. On veut que ça soit vivant et que ça soit accessible et simple. Mais on privilégiera effectivement la prise de parole directe quand ce sera possible. D'accord, très bien. En quoi justement parce que vous voulez mettre de la lumière justement sur ces personnes et sur ces peuples, en quoi ils deviennent modernes en fait, leur voix peut inspirer. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, même si on a une idée, mais Oui, la démarche de ce magazine. c'est un peu cliché, mais c'est quand même très vrai qu'ils ont une relation tout à fait naturelle avec leurs environnements. Et la notion d'environnement n'existe même pas chez eux parce qu'en fait, ils font partie de leurs écosystèmes. Ils se sont pas extraits de leur lieu de vie comme nous, occidentaux, on le fait en ayant intellectualisé les choses et en considérant que la raison, la culture nous met au-dessus de la nature. Et ça, c'est l'erreur historique de l'Occident. Ça remonte à des choix de l'Église aussi, à des paroles de l'Église. Bon, l'Église a fait son mea culpa déjà là-dessus, mais n'empêche que dans la Bible, il est écrit qu'il faut soumettre et dominer la nature, alors que dans ces traditions-là, au contraire, on est partie prenante de la nature. Et le développement durable, pour eux, c'est pas un concept, c'est la façon de vivre complètement naturelle, parce qu'effectivement, ils doivent préserver leur milieu de vie.
tout simplement pour pouvoir eux-mêmes continuer à survivre. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on devrait tous redevenir comme eux, qu'on devrait tous devenir des chasseurs, collecteurs, cueilleurs, etc. Mais il y a des leçons quand même à prendre de leur part sur la façon justement de vivre en harmonie simplement avec son environnement, de bien connaître voilà, la biodiversité. Ce sont les gardiens, en fait, par leur lieu de vie, ils sont les gardiens eux-mêmes de 80% de la biodiversité planétaire. Donc c'est quand même colossal. Et ils ont une connaissance de leur pharmacopée locale qui est extrêmement forte, que les Occidentaux sont venus piller depuis des décennies. Hein. Tous les médicaments qu'on fabrique chez nous sont pour la plupart inspirés de plantes qui sont utilisées de manière traditionnelle dans toutes ces communautés-là. Donc voilà, il y a toute cette connaissance-là et le fait qu'il y ait effectivement ce respect infini pour la planète, pour la planète qui est vivante dans leur esprit. Hein. Et tout a un esprit, les plantes ont un esprit, la forêt a un esprit. Notre premier numéro, il est consacré à la forêt. On a bien vu ce qui s'est passé en Amazonie. On oublie vite, hein, parce que une actualité chasse l'autre. Mais il y avait des feux considérables en Amazonie avant ceux d'Australie, qui ont quand même marqué les esprits aussi. Donc là, l'actualité sur la pandémie chasse un peu tout ça, mais ce sont des problématiques qui sont récurrentes de toute façon, qui reviennent constamment. Donc oui, il y a un lien déjà très fort avec des questions écologiques. On va dire que ces peuples-là ont presque des leçons à nous donner sur la façon de gérer nos milieux de vie et de façon de gérer une forêt. Parce que nous, on dit que la forêt en France occupe plus de surface maintenant qu'il y a quelques centaines d'années, mais en fait, c'est pas des forêts qu'on plante, ce sont des plantations d'arbres pour faire de l'exploitation du bois. Ce sont pas des forêts, il n'y a pas de biodiversité dedans. Hein. Alors voilà, une forêt, c'est complètement autre chose. Il y a Francis Allais, qui est un botaniste expert de ça, qui nous en parle dans le numéro 1. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on veut on veut leur donner la parole sur ces sujets-là, mais on veut pas non plus, encore une fois, idéaliser ces modes de vie, ces visions du monde, en disant qu'on devrait tous voilà, redevenir comme ça. C'est plus l'idée d'un dialogue, effectivement, d'un dialogue avec la modernité, parce que il y a aussi des problématiques sociales, hein, et notamment, bon, il y a pas mal de pauvreté dans ces communautés-là, et beaucoup des jeunes générations notamment, eux, aspirent à nos modes de vie à nous. Et ils veulent aussi avoir un mode de vie à l'occidental pour certains d'entre eux. Ouais. Alors justement, vous allez aborder ça. Je voulais justement vous poser une question sur le fait comment vous allez pouvoir, avec aussi ce magazine, pouvoir préserver cette nécessité de se tourner vers ces communautés qui, en quelque sorte, sont préservées, sans susciter aussi l'intérêt de créer un tourisme curieux et invasif qui pourrait aussi participer à les rendre dépendants. C'est un risque. Voilà. C'est un risque qui s'est déjà révélé dans le cadre de ce qu'on a appelé le tourisme chamanique, par exemple, parce que il y a toute cette tradition dans les chamanismes d'utilisation de substances, de plantes psychotropes, etc., qui ont attiré une certaine jeunesse pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, parce que ça a des vertus thérapeutiques et effectivement tout à fait intéressantes, mais effectivement ça crée une espèce de business aussi sur place. Et donc, il y a des charlatans qui s'infiltrent là-dedans, des pseudo-chamans, etc. Donc oui, on veut être vigilant par rapport à tout ça. On veut prendre garde à donner la parole aux bonnes personnes et aussi à documenter ce risque-là, justement, le risque que ces populations-là deviennent objet de curiosité. On fait confiance au discernement et à l'intelligence de nos lecteurs pour ne pas voir ça effectivement comme un objet de curiosité et d'avoir envie de se rendre sur place comme si on allait au zoo finalement, ce qui serait absolument dramatique. C'est le contraire de ce qu'on veut faire. Exactement. On veut mettre en valeur ces cultures-là, leur donner la parole et eux aussi peuvent s'exprimer justement sur ces questions-là. Le fait qu'ils aient besoin d'être préservés et d'être isolés, mais aussi d'être protégés. Par exemple, on voit bien au Brésil, même les communautés très isolées demandent quand même l'aide du gouvernement qui actuellement est pas du tout à leur écoute, hein, c'est le contraire, pour qu'ils soient préservés de risques, notamment par rapport à la pandémie actuelle, parce que il y a des bûcherons, des orpailleurs, des gens qui viennent exploiter leurs terres, qui eux-mêmes amènent le virus dans ces communautés-là. Donc c'est complètement dramatique pour eux. Et il y a eu un appel, justement, je parlais de Raoni tout à l'heure, qui a été signé. C'est un appel qui vient d'un photographe brésilien, Delgado,
oui, peut-être j'ai une erreur sur Mhm. son nom, Sebastião, et qui demande à ce qu'il y ait des espèces de brigades spéciales du gouvernement qui protègent en fait ces communautés et qui préservent finalement leur isolement. D'accord. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement le gouvernement actuel au Brésil il n'est pas du tout Ouais, complètement. il Ouais. n'est pas du tout favorable à Mhm. ces ethnies. Il a dit qu'il ne laisserait pas 1 mètre carré aux autochtones par rapport à l'exploitation Mhm. qu'il peut faire de la forêt amazonienne. Donc on est dans une situation assez dramatique, Mhm. quoi. Mais il se passe des choses aussi graves en Afrique, en Mhm. Australie et sur tous les Tout à continents, en fait. fait. Vous avez parlé justement de communautés en Europe. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir parce que si voilà, c'est vraiment un continent sur lequel on pourrait encore ignorer. Alors quelle partie de Oui, l'Europe? alors il y a très peu de peuples qu'on peut appeler autochtones en Oui, Europe, mais il y a quand même les Samis de Laponie, en fait, hein, voilà. Mhm. en Europe du Nord. Euh, où là, effectivement, il y a un mode de vie traditionnel autochtone qui est préservé, qui est maintenu. Mais aussi, on veut parler de nos racines, en fait, en tant que peuples occidentaux. Et donc, Native a pour sous-titre des peuples, des racines. Et on ne s'interdira pas de parler par exemple, de populations comme les Basques, les Corses, Mhm. ou bien, je sais pas, les Mhm. Occitans, Les etc. Bretons. Les Bretons, toutes les Oui, des ethnies. identités régionales ont aussi une histoire, ont aussi des racines qu'il est intéressant d'étudier, de connaître pour comprendre Mhm. qui nous sommes, d'où nous venons, même Quelle s'il y langue, a pourquoi cette langue, la etc. Pourquoi langue, le etc. gaélique Donc on aura aussi aussi. Ouais. des articles là-dessus. On a Mhm. une rubrique qui va s'appeler Nos Mhm. racines, dans laquelle le premier numéro, par exemple, présente le portrait d'un herboriste Mhm. euh, dans les Alpes. Dans le deuxième numéro, on aura quelque chose sur le druidisme, le néo-druidisme, les racines celtes, etc. Donc ça fait partie aussi de notre histoire, de nos cultures. Mhm. Et même si pour nous, il y a une universalité de l'humain qui fait que justement, on n'est pas différent des peuples autochtones. Oui, c'est des héritages en fait, en quelque sorte. Ce sont des Voilà. choses qui ont Mhm. du sens en fait. Ce sont quand Ouais, même de des choses qui ont du connaissances sens. anciennes. Mhm. Voilà, donc on ne Mhm. veut pas s'interdire non plus de parler de ça. Alors c'est vrai qu'en Europe, on a plus comme ça des histoires de Mhm. peuples dont certaines sont mystérieuses, hein. Les Basques, par exemple, et il y a des Totalement. origines assez mystérieuses. Mhm. Mais c'est intéressant pour nous d'en parler aussi. Tout à fait. Alors, ce projet est également soutenu par des parrains racines, que vous appelez des parrains racines, et des Mhm. parrains aussi d'ici. Oui, Pouvez-vous nous en dire plus? oui, on a eu la chance en fait très rapidement d'agréger par un effet réseau Mhm. des personnalités importantes, hein. On est soutenu par Yann Arthus Bertrand, Mhm. par Pierre Rabhi. Voilà, bon, pour le Mhm. monde des médias, il y a Cyrielle Ariel qui est une journaliste. On a Véronique Jeannot Mhm. qui est bien connue comme comédienne. On a des experts comme Ernst Zürcher qui est un spécialiste de la forêt. Marc Gizy, qui est qui est un ancien de la commission Jacques Delors à la Commission européenne, qui est un expert aussi dans le domaine de la politique. Catherine Jandel, expert en climat, voilà. J'ai cité tout le monde sauf Brando Crespi, qui est un expert en économie. Donc on a des personnalités plus ou moins connues, mais en tout cas très très actives, Mhm. chacune dans leur domaine. Et effectivement aussi, on a eu des personnalités, enfin des parrains et des marraines Mhm. racines qui pour l'instant représente 4 continents. Donc on a Assosa qui vient d'Afrique, donc qui est un chaman du Gabon. Mundia qui lui est un papou de Nouvelle-Guinée. On a Anne-Marie Sayers qui est une représentante des Américains natifs d'Amérique du Nord, donc. Et Ivani Stanone qui, elle, est une cacique d'un peuple du Brésil. Donc voilà, ces gens-là Mhm. nous ont apporté leur soutien. Eux, ce sont des gens effectivement qui font partie de ceux dont je parlais tout à l'heure, qui sont habitués Il manque voilà, une parler ou de un leur cause. aborigène. Alors pour l'instant, voilà, on n'a pas de représentant aborigène, hein. Oui. Mundia représente quand même le continent Océanie. Oui. Mais effectivement, on voudrait un parrain notamment pour le continent européen, justement. Mhm. Donc, on continue un petit peu à prospecter dans ce sens-là, mais c'est Oui. assez important pour nous d'avoir cette espèce de caution aussi. Bien sûr. Voilà, comme quoi notre démarche, elle est quand même Mhm.
pur, autant que Exactement. possible. On ne veut pas exploiter, Exactement. Alors, cette c'est vrai que nous, population. alors votre premier numéro, il paraît en juin 2020 et pour soutenir votre projet, vous avez lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank qui est toujours à ce jour, au moment où nous enregistrons cette interview en cours. Alors, nous, au niveau de Bonheur Factory, on a contribué à cette campagne vraiment dès Merci. qu'on a découvert la création de ce magazine, c'était comme une évidence. Alors, je crois que vous avez déjà atteint des premiers paliers, mais vous avez besoin encore de beaucoup de soutien. Alors, quels sont les projets? Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? On a rapidement dépassé un premier palier qu'on avait fixé à 20 000 euros, effectivement. Actuellement, là, il reste 30 jours, ça durera donc jusqu'au début juin, jusqu'à la parution du 8, numéro? 9 juin, juste un peu avant. Un peu D'accord. avant. Le numéro doit paraître fin juin, étant donné qu'on a pris du retard là à cause Oui. des circonstances. On paraîtra fin juin. Donc la campagne de crowdfunding s'arrêtera début juin, et on espère, là on est à un palier de 45 000 euros là où on parle, et on espère aller jusqu'à beaucoup plus, jusqu'à 120 000 euros, pour permettre d'assurer la pérennité du magazine. Pour l'instant, on est tous bénévoles. Oui. On a beaucoup de gens qui ont offert spontanément des contributions, soit écrites, soit des photos. On a notamment Marc Dosier, qui est un grand photographe, qui fait la photo de couverture du mag, et aussi qui a fait le portfolio intérieur, qui est un reportage sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, justement, dont il est un très bon connaisseur. Donc, on a des gens comme ça, des photojournalistes, des photoreporters qui nous offrent des contributions, mais on peut pas fonctionner comme ça sur la durée. Comme tout média, on a besoin de pouvoir rémunérer les collaborateurs, les journalistes, les photographes, et tous ceux qui travaillent, graphistes, etc., maquettistes. Donc, c'est important pour nous, effectivement, d'atteindre des niveaux supérieurs, et on fait aussi bien sûr une politique commerciale pour trouver des annonceurs, et éventuellement des mécènes, des sponsors, dans l'idéal. On est un peu comme tous les médias, mais en tout cas le crowdfunding, c'est intéressant parce qu'effectivement les gens s'engagent quand ils font cette démarche-là à être un peu plus qu'un abonné, en fait, puisqu'il y a une espèce de démarche de soutien qui va au-delà du simple abonnement, parce que dans les contreparties du crowdfunding, bien sûr, il y a les abonnements. Il y a les abonnements, au-delà d'un certain seuil, on se retrouve abonné pour 1 an, 2 ans, etc. Exactement. Et avec quelques petits cadeaux en plus, disons. Mais bon, on va lancer aussi très rapidement là une formule d'abonnement classique. Parce que je précise que la revue le magazine n'est pas publié en kiosque, pour l'instant, c'est sur dans abonnement. un premier temps, voilà. D'accord. Dans un premier temps, on sera uniquement diffusé sur abonnement. D'accord. C'est notre économie en fait d'aller en kiosque, c'est assez complexe. Mais à terme, c'est pas du tout inenvisageable. Oui. Ça va dépendre aussi du succès en fait de la revue. On va lancer une formule d'abonnement classique, mais le crowdfunding, donc pendant la période où il reste actif, permet justement de soutenir au-delà en fait de l'abonnement. Donc en effet, on est sur la plateforme KissKissBankBank, et on peut trouver facilement le lien sur notre site internet revue-native.com, ou bien aller directement sur KissKissBankBank et chercher Revue Native. Et voilà, donc on mettra les liens dans les textes du podcast. Bien. Donc là, à ce jour, on a 600 contributeurs. Ce qui est déjà pas mal, étant donné la période dans laquelle on a lancé en fait ce projet. Donc ça prouve qu'il y a un vrai intérêt pour ces questions-là, que c'est perçu comme légitime, et beaucoup de gens en fait ont hâte d'avoir le premier numéro entre les mains. Écoutez, c'est super, vraiment on soutient ce projet du fond du cœur, parce que il y a une très belle intention, tout ce que vous exprimez a tellement de sens, et c'est vrai que ce que nous traversons là depuis 2020, nous donne encore, nous permet de nous dire que il faut aujourd'hui s'engager sur des choses de la vie qui ont du sens, et votre magazine y participe en tout cas, puisque c'est aussi changer, c'est consommer aussi autrement et mettre des valeurs ailleurs aussi. Donc, oui. On voit bien que tous ceux qui parlent du monde d'après et qui aspirent à quelque chose de plus sage, de plus respectueux de la planète, le dialogue avec les peuples racines fait partie de ça. Dans le respect de la diversité, mais la problématique écologique, elle est quand même centrale dans tout ça. Donc on voit bien que c'est un message quand même qui est très très fort. Mais ce qui est très intéressant en tout cas, c'est de mettre de l'humain, parce qu'en fait, quand on parle de nature
ça reste pour beaucoup de gens très abstrait. Mmh. Et ce qui est formidable avec ce projet, c'est que vous associez en fait l'humain et la nature, parce que vous allez parler de la nature, mais en mettant au cœur de cette nature-là les humains qui y sont et qui ont préservé, comme vous le dites, la biodiversité, quoi, en fait. Hein. Donc, et c'est vrai que ça peut avoir de l'impact parce qu'il y a de l'humain aussi quand même derrière. Donc, On a alors, oublié que nous étions nous-mêmes des mammifères. c'est ça, C'est quand même incroyable. exactement. Donc, on fait partie de cette biodiversité. On est complètement, on n'est pas en haut d'une pyramide. On est en plein milieu de ce système-là. Et il y a un chef, Sioux, je crois, ou Lakota, dont on a partagé une parole sur notre page Facebook, qui dit une chose assez profonde, parce que beaucoup d'Occidentaux aspirent à se reconnecter à la nature. En fait, il ne s'agit pas tant de se reconnecter à la nature, parce qu'on n'a jamais été déconnecté de la nature, c'est juste qu'on l'a oublié. Il ne s'agit pas tant de se reconnecter que d'être reconnu par la nature comme étant un de ses membres, quoi, naturel, hein, justement, un de ses membres légitimes. Donc j'aime bien cette idée qu'il faut presque demander pardon en fait à la nature pour ce qu'on lui a fait subir, et que la nature nous reconnaisse, nous accepte à nouveau comme un membre légitime en son sein. Et c'est pas la même idée que chercher à se reconnecter, parce que ça voudrait dire qu'on est déconnecté, mais en fait on est juste déconnecté au plan strictement mental, quoi, parce que en tant qu'être humain, on fait partie de ce système, et on le voit bien avec la fragilité justement de nos organismes et de notre humanité, de notre espèce face à des maladies notamment. Hein. Oui, complètement, c'est vrai. Bah, écoutez, merci beaucoup Jocelyn pour cet échange. Donc, je rappelle qu'il est important de soutenir donc ce projet, cette revue native des peuples et des racines, en participant donc à la campagne de financement qui a lieu encore jusqu'en juin 2020, mais surtout en devenant abonné. Donc, toutes les informations seront sur les liens de ce podcast. Merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. Avec plaisir, merci. Pour en savoir plus sur la revue native des peuples et des racines, il vous suffit d'aller sur leur site internet revue, revue-native au pluriel.com, ou bien sur leurs réseaux sociaux, revue native tout attaché. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.